Jim Fergus, nous vous recevons à la Galerne pour la parution de cet ouvrage La vengeance des mères qui fait suite à 1000 femmes blanches paru en France aux éditions du Cherche Midi. Vous vivez dans le Colorado, vous êtes écrivain mais aussi journaliste, vous écrivez des articles sur la gastronomie, la chasse, la pêche, la nature, notamment pour des magazines américains. On le voit à la lecture de tous vos livres, les grands espaces, la nature vous passionne. On le lit notamment évidemment dans La vengeance des mères, dans 1000 femmes blanches, mais aussi dans Mon Amérique ou Esprit sauvage. Oui, tout à fait. C'est pour moi, c'était toujours dans mes romans un espèce de personnage, le paysage. C'est très important pour moi d'avoir un certain sentiment, sensibilité pour le paysage. Et j'adore la nature. Depuis que j'étais un petit garçon, j'ai adoré la nature. Donc, dans tous mes romans, presque tout, peut-être beaucoup moins Crisis, mais même à Crisis, parce qu'il y a des oui, c'est toujours pour moi très important d'avoir un endroit où de partir du paysage pour raconter l'histoire. Et par exemple, la raison que j'ai décidé d'écrire une suite de 1000 femmes blanches, j'ai fait un voyage avec mes chiens dans ma caravane il y a 3 ans dans les Grandes Plaines et ça fait du temps depuis j'étais là pour faire. En fait, c'était pendant la recherche de 1000 femmes blanches, il y a 20 ans en fait, et puis il a sorti il y a 18 ans aux États-Unis et il y a 16 ans en France. Mais j'ai fait cette balade dans les Grandes Plaines, les grands espaces, et j'ai commencé à penser. J'ai commencé à penser de mes personnages dans le roman. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 3 femmes, par exemple, les survivants de 1000 femmes blanches à la fin de 1000 femmes blanches. Et j'étais inspiré en regardant encore le paysage. Est-ce que justement le paysage, quel qu'il soit, peut influencer vos personnages ? Ah oui, tout à fait. Et je crois que ça se voit dans La vengeance des mères et 1000 femmes blanches aussi. Dans La vengeance des mères, c'est des femmes qui viennent de Chicago, de New York plutôt, et ils ont jamais vu un paysage comme ça, si vaste et si impressionnant. Et ça a un grand effet sur l'esprit, en fait. Et aussi, c'est un peu terrifiant au commencement. Alors, votre propre histoire, votre histoire familiale, personnelle, traverse vos romans, mais vous vous inspirez aussi de faits réels, de l'actualité, bien sûr. Tout cela nourrit votre écriture. Oui, ça c'est mon histoire familiale, c'était pas si facile en fait. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, mon père, on a fait les balades dans l'Ouest. J'ai grandi à côté de Chicago. Et donc, j'ai vu, c'était les années 50, 60, et j'ai vu tous les films de John Ford et les Indiens, et j'étais toujours fasciné par l'Ouest. Et donc, mon père, il a vendu les automobiles. Il avait une agence de Fergus Ford, en fait. Et on a pris une voiture chaque été. On a fait des balades dans l'Ouest, Nouveau-Mexique, le Colorado, le Wyoming, le Montana. Et ça, c'était une grande partie de mon enfance avec mon père. Et parce que mes parents les deux sont morts quand j'avais 16 ans. Donc, oui, bien sûr, le passé pour tout le monde a une grande influence sur la vie. Hein. Alors, 1000 femmes blanches, La vengeance des mères, l'un et l'autre de ces ouvrages, c'est bien sûr une histoire des Indiens d'Amérique, mais c'est aussi une histoire de femmes, bien sûr. C'est une épopée formidable, un chant d'amour à la culture indienne et une ode au courage de ces femmes. Oui, tout à fait, c'est ça. Je veux être clair parce que oui, malgré le titre de La vengeance des mères, ça c'est pas, à mon avis, ça c'est un roman
qui traite l'amour et l'amour de la vie, de se vivre, d'avoir des enfants, de s'adapter à la vie. Ça, c'est les femmes qui sont venues toutes des marges de la société américaine. Et donc, ils sont déjà les femmes assez fortes. Et on ne peut pas survivre à l'époque. On ne se vit pas dans un environnement comme ça, et avec une culture nouvelle avec les Indiens, sans connaître la langue, et on peut pas il faut être forte, et ça c'est une grande partie de ce roman. Ça, c'est les femmes très très fortes. En ce qui concerne les Indiens, qu'en est-il aujourd'hui? Un article du New York Times présentait la situation actuelle en Dakota du Nord, où des tribus indiennes se mobilisent contre un oléoduc et sont malmenées par les autorités. Oui, et moi je suis très très contente de voir ça, parce que les Indiens, le problème c'est toujours il n'a pas une voix, dans les politiques américaines, il n'a pas une voix dans la société. Ils sont très séparés de nous, ils n'ont jamais assimilé dans notre culture, et donc ils habitent dans le réserve, et aussi les tribus différentes. Ils sont sur les réserves différentes. Souvent, ils étaient des ennemis historiques. Et de voir tout ensemble comme ça, un grand numéro qui dispute la décision, qui entre dans les politiques, dans l'environnement de le pays. C'est le propre pays. C'est le pays historique. Et je suis très content de voir ça. Ce mouvement. Pour terminer cet entretien, Jim Fergus, si vous aviez un livre de chevet à conseiller à ceux qui nous regardent et nous écoutent, quel serait-il? Alors, ça va être peut-être un choix un peu bizarre, parce que c'est un livre qui a eu un grand... Je pense maintenant de mon enfance après les autres questions, et un livre qui m'a beaucoup influencé comme jeune homme, que j'ai lu pendant la nuit derrière la couverture, sous la couverture, avec une petite lampe de poche. Oui, voilà. Et c'était le Jack London, L'appel de la forêt. Et moi, j'ai rêvé d'être Buck, le jeune homme qui a échappé dans l'Arctique avec les chiens. Et il avait une grande influence sur moi comme écrivain, et comme adulte, en fait. Merci beaucoup de cet entretien, Jim Fergus. Merci à vous.